Et le temps que nous passons dans la mission de production législative, qui me semble totalement déraisonnable, on va passer une nuit, voire deux, à examiner 300 amendements sur un projet de loi qu'on a discuté longuement avant d'habiliter le gouvernement. Ce temps-là, c'est du temps qu'on a en moins pour la mission d'évaluation et de contrôle. Et moi, ça me navre. Je suis député La République En Marche du Val-de-Marne depuis 2017. C'est mon premier mandat. Devenir député, j'ai trouvé ça passionnant. Mais j'ai déchanté un peu. Je croyais qu'au Parlement, on définissait les objectifs de l'action publique et on en contrôlait l'exécution. Mais en fait, on définit l'exécution de l'action publique et on ne la contrôle pas. Dit comme ça, c'est abstrait. On va vous donner des exemples. Le divorce des Français avec le droit qui leur est produit et prononcé, il est au-delà des sensibilités politiques. Ce qui veut dire que de toute façon, les Français ne pensent même pas que des alternances politiques résoudront le problème. J'ai été parlementaire et ministre du Budget. Je préside aujourd'hui le Conseil national d'évaluation des normes. Et c'est lors d'une audition, par une mission dont Frédéric est rapporteur, que j'ai mesuré le fossé entre l'ambition des parlementaires dans leurs fonctions et la réalité politique. La Ve République a concentré tous les pouvoirs entre les mains de l'exécutif. Et le Parlement n'a plus qu'à approuver ou à s'opposer. Et le législatif se perd alors dans des détails, et l'exécutif les utilise pour renforcer sa bureaucratie. Grâce à Alain, j'ai compris que c'était une question de culture. Une culture de la précision juridique, du détail de conformité, qui fait perdre de vue l'essentiel, l'intention du législateur. L'amélioration de ce fonctionnement nécessite une réorganisation institutionnelle et politique. Les parlementaires connaissent mieux la réalité du terrain que les administrations centrales. Chacun doit retrouver son rôle. À partir de nos deux expériences, du juriste ancien ministre et de l'ingénieur récent député, nous voulons rendre compte de ce qui ne marche pas dans l'exercice du pouvoir. Des solutions sont à notre portée. Au Parlement, la mission de légiférer, à l'exécutif, celle de mettre la loi en application, et c'est ce que nous voudrions vous présenter. Le bavardage législatif, c'est l'idée que la loi elle-même bavarde. Concrètement, des textes de dizaines de pages qui entrent dans un niveau de détail inouï et qui font l'objet de milliers d'amendements. Pourquoi ? Parce qu'un député, pour montrer qu'il sert à quelque chose, cherche à introduire sa modification. Comme la loi entre dans le détail, les députés s'y engouffrent. Mais au bout du compte, toutes ces modifications ne changent pas fondamentalement le texte initial. La réalité, c'est que le gouvernement n'attend pas des parlementaires qu'ils améliorent son texte. Il attend qu'ils le valident, sous la pression d'ailleurs du groupe majoritaire qui pousse à être inconditionnel. Si nécessaire, il choisira en coulisses un député pour défendre un amendement qu'il aura lui-même rédigé. Non seulement le député de la majorité sera muselé, mais il sera aussi instrumentalisé. Avec un tel fonctionnement, l'opposition en est encore plus réduite à occuper la place de la contestation, sans espoir d'influencer ou de convaincre. Cela peut devenir de l'obstruction pure et simple, multiplier les prises de parole pour faire prendre du retard, jusqu'à empêcher l'adoption d'un texte à l'usure. Démocratiquement, le plus grave, c'est que le Parlement a cédé la plume qui lui a été confiée par le peuple souverain. Un bataillon de technocrates s'en est emparé. Il multiplie les lois, les normes dans une infernale complexité. Il faut en revenir aux principes fondateurs de la Ve République. Le gouvernement détermine et conduit la politique, le Parlement le soutient ou le censure, mais surtout le contrôle. Et le contrôle doit devenir la seconde nature du Parlement. Et tout le temps que nous passons à faire semblant de nous écouter, nous ne le passons pas sur le terrain à évaluer l'action publique. Il n'y a pas d'intelligence collective au Parlement et il n'y a pas d'intelligence pratique dans l'application de la loi. Bien écrire la loi est un art, c'est un savoir-faire, et cela s'appelle la légistique. Voici quelques exemples. Qui dit bavardage législatif dit inflation normative. Une loi, ce sont des dispositions normatives. Quand elles bavardent, le nombre de normes explose. L'inflation normative, c'est une surproduction de textes qui forment un ensemble d'une complexité aberrante. Même les parlementaires ne la maîtrisent pas. D'ailleurs, nous n'écrivons pas nos propres amendements. Nous devons faire appel aux administrateurs de l'Assemblée. Sinon, nous risquons l'irrecevabilité. Une notion passionnante, nous y reviendrons. L'effet boule de neige de l'inflation normative découle du non-respect de la Constitution qui a délimité deux domaines séparés, celui de la loi et celui du règlement.
La loi devrait se limiter aux orientations générales et le règlement précisait les modalités de mise en œuvre. Or, la loi se perd dans tellement de détails que le règlement est obligé d'en rajouter. Et c'est la spirale infernale. Il en résulte un droit difficilement applicable, les juristes s'arrachent les cheveux quand il leur en reste, et les citoyens, eux, malheureusement, n'y comprennent plus rien. Prenons un exemple. Le 10 décembre 2018, en pleine crise des Gilets jaunes, le président de la République a annoncé des mesures qui nécessitaient une modification de la loi de financement de la sécurité sociale. L'une de ces mesures consistait simplement à rendre 1,7 de CSG aux retraités qui percevaient moins de 2 000 € de pension. Simple à comprendre. Vous n'avez pas idée du niveau de complexité des articles qui traduisaient cette disposition. Un ami spécialiste de ces questions m'a alerté la veille de l'examen de cette loi. Elle était rédigée de telle sorte que pour toute une catégorie de retraités, il était impossible de savoir s'il leur était appliqué un taux ou un autre. Elle avait pourtant été visée par le Conseil d'État, le secrétariat général du gouvernement et les administrateurs de la Commission des affaires sociales. Personne n'avait rien vu. Il a fallu que la ministre amende son propre texte en séance. Et lorsque je suis allé voir son cabinet pour comprendre comment une telle erreur avait été possible, on m'a dit « Oh, vous savez, des bugs dans les textes de loi, il y en a eu, il y en aura ». Loi qui bavarde, inflation de normes, cela conduit à brouiller la frontière entre ce qui relève de la loi et ce qui relève du règlement. En bonne légistique, c'est-à-dire quand la loi est bien écrite, le législateur n'entre pas dans les détails de l'application de la loi. Il s'arrête à l'énoncé de son intention, c'est-à-dire au résultat attendu de l'action publique. Sur cette base, l'exécutif prend le relais et précise la façon dont ce résultat doit être atteint. Cela relève du pouvoir réglementaire, qui précise comment l'action publique va être exécutée concrètement. Les mesures d'application relèvent du gouvernement. En 2019, 941 des 991 mesures d'application prévues ont été prises, ce qui apparaît un bon ratio. Pourtant, il cache un enfer de 200 pages de texte qui viennent s'ajouter à ceux des lois. C'est l'excès de détails inséré dans les lois qui entraîne ce déluge de normes. Un exemple. Lorsque la crise Covid a explosé, des entreprises ont cherché à négocier avec les URSSAF des échelonnements, des reports de charges. Une loi adoptée en 2015 prévoit ce type de transaction. Mais qu'est-ce qu'ont répondu les URSSAF ? On ne peut pas. Il nous manque un modèle de protocole transactionnel qui aurait dû être précisé dans un arrêté ministériel jamais paru. Et voilà en quoi on aboutit. Une loi adoptée en 2015, utile pour une crise qui éclate en 2020, est inapplicable parce qu'un décret d'application a précisé qu'un arrêté ministériel devait, etc. Vous vous rendez compte ? Cet exemple est typique. L'intention du législateur n'obligeait en rien à ce degré de précision. En soumettre le respect à l'adoption d'un arrêté ministériel revient à neutraliser le pouvoir législatif. C'est démocratiquement insupportable. Ce qui est terrible, c'est que l'obligation de moyens l'emporte finalement sur l'obligation de résultat. Ce qui devient important, c'est le modèle de protocole transactionnel, alors que cela devait être la possibilité de la transaction, qui en est rendue impossible. Le bavardage de la loi offre au pouvoir réglementaire des aubaines pour en limiter les effets. Les lois trop précises entraînent des mesures d'application trop précises encore qui réduisent les marges d'adaptation à la diversité des situations. Trop de détails dans la loi, encore plus de précision dans les décrets et, pour finir, une loi qui n'est pas appliquée, on en a vu un exemple. Mais il arrive aussi qu'une loi soit tout bonnement inapplicable en elle-même et qu'elle nécessite une interprétation par des services de l'administration pour qu'il en reste quelque chose. Cela s'appelle une légistique ratée. Le gouvernement doit légiférer à la place du Parlement. On atteint le comble de la confusion des pouvoirs. Un exemple. Dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, l'Assemblée a adopté un amendement consistant à surtaxer certaines boissons alcoolisées pour lutter contre l'incitation à consommer de l'alcool, plus particulièrement chez les jeunes. Produits visés, les prémix ou alcopops, des innovations marketing relativement récentes du type mélange d'alcool et de soda. Seulement voilà, quand on prétend modifier quelque chose d'aussi compliqué et précis que la réglementation portant sur les alcools, il est indispensable de bien la connaître. Et vous croyez que les douanes ont été sollicitées par leurs collègues du ministère de la Santé ou du Palais Bourbon pour rendre le texte applicable et conforme à la volonté du législateur ? Non. Total, on s'est retrouvé avec un amendement qui consistait à surtaxer les vins de noix ou les vins cuits de la même manière que les rosés pamplemousse ou les blancs pêche. Et une sous-direction des douanes a dû rédiger une note surréaliste dans laquelle il est détaillé comment il faut comprendre l'amendement adopté et ne pas l'appliquer à la lettre compte tenu des débats parlementaires. C'est assez typique. Si un parlementaire rédige un amendement sans le conseil d'un fonctionnaire qui est en charge
l'application du texte, il court le risque qu'il ne soit jamais appliqué. Le pire, c'est qu'on s'est disputé au sein même de la majorité à cause de la rédaction de ce texte. Certains d'entre nous savaient ce qu'il impliquait et l'ont dénoncé en séance, en étant contredits par ceux qui faisaient confiance au rédacteur de l'amendement. Il a même fallu appeler à la rescousse des députés qui n'étaient pas impliqués et qui ne connaissaient pas le sujet pour consolider une majorité au sein même de la majorité. La morale de cette histoire est que le respect aveugle du fait majoritaire peut conduire à adopter un texte erroné. Même le gouvernement peut se tromper. Mieux vaut défendre jusqu'au bout ses convictions. Résumons-nous. Inflation législative, d'où surproduction de normes et, pour finir, un niveau de détail d'autant plus inopérant que les administrations ne travaillent pas de façon concertée. Tout cela finit par induire un principe qui renferme à lui seul l'immobilisme institutionnel, le principe selon lequel tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est a priori interdit. Le Parlement doit défendre bec et ongles les libertés des citoyens comme des collectivités et s'émanciper des administrations qui sont figées dans des principes juridiques archaïques, indifférents à l'évolution de la société et à la logique des lois de décentralisation de 1981. Ce principe, qui bloque a priori l'initiative et la prise de risque, on le constate tous les jours. L'un des derniers exemples en date est le fameux guide sanitaire du lancement de la campagne de vaccination. Un guide de près de 50 pages, qui prévoyait dans le détail tout ce qui devait être fait par la direction des EHPAD. Les commissions à mettre en place, l'information à diffuser selon quel type d'interlocuteur, les modalités de consultation puis de recueil de consentement. Ce guide s'adressait pourtant à des directeurs, des gens qui ont des responsabilités, qui savent les prendre et les assumer. Mais ce qui est grave, c'est ce que disait ce guide entre les lignes. Tout ce qui n'est pas précisé, vous n'avez pas le droit d'en prendre l'initiative. Le principe hiérarchique de l'administration est fondé sur son infaillibilité, ce qui est insensé. Les agents de terrain peuvent découvrir des erreurs ou des imperfections, et le système ne leur permet pas de les corriger. Il en résulte un concours de parapluie pour se couvrir, et le service public s'en trouve dégradé. C'est de cette manière que le contrôle de conformité à la procédure, fait perdre de vue le sens même de l'action conduite. On s'astreint à se conformer à la règle écrite, à un point tel que le résultat attendu y est subordonné quand il n'est pas oublié. Tout est focalisé sur le détail de l'exécution de l'action au lieu de l'objectif qu'elle doit atteindre. L'administration en France n'est plus une administration de mission sur le terrain. C'est une administration d'autorité et de contrôle. Elle ne sait plus être exécutante. Elle produit de la norme et effectue du contrôle. Cela met en péril la chaîne de production de biens et de services publics. La notion de pouvoir, au fond, domine celle d'efficacité. La Constitution prévoit 2 missions parlementaires, celle de légiférer et celle de contrôler l'action du gouvernement. La mission législative, on l'a vu, est passablement abîmée. Surproduction de normes, confusion des rôles, action publique focalisée sur le détail de l'exécution au lieu d'être orientée par l'évaluation du résultat. Mais la mission de contrôle en est-elle renforcée? La réponse est non, au contraire. Les pouvoirs de contrôle du Parlement sont presque sans limite. Il ne les utilise pas, il gaspille son temps dans le vote des lois où son influence est faible, quand ce n'est pas dans les questions au gouvernement qui ne servent, à mon avis, qu'au spectacle. Il faut dire que c'est filmé, diffusé en direct et plutôt largement suivi. En tout cas, c'est ce qui est admis. Les Français téléspectateurs seraient fans de cette séquence qui montre les membres du gouvernement sur le grill, soumis au feu roulant des questions sans complaisance des parlementaires. Alors presque tout le monde est présent. C'est le moment de la semaine où la salle des séances est le plus remplie. Chacun peut avoir son avis sur ce sujet, mais personnellement, j'avoue ne pas être fan. Rappelez-vous l'épisode de l'arrêté ministériel sur les transactions avec les URSSAF. C'est par une question au gouvernement que j'avais choisi d'agir. Cela permet en effet d'aller beaucoup plus vite que par une lettre, une question écrite ou toute autre voie d'accès à l'exécutif. Mais il reste que cette séance, c'est fondamentalement du théâtre. La mise en scène du principe selon lequel le gouvernement est responsable devant le Parlement. C'est une mise en scène. J'ai entendu un membre éminent du bureau de l'Assemblée répondre à un député qui se plaignait de n'avoir pas eu de réponse à sa question. Cela s'appelle la séance des questions au gouvernement, pas la séance des réponses aux députés, tu confonds tout. Derrière la boutade, une réalité. Le gouvernement ne craint pas le Parlement. Non seulement il ne le craint pas, mais il n'attend rien de lui, sauf qu'il fasse vite. Le gouvernement entend conduire la politique comme il le juge bon, et il attend du Parlement qu'il le valide en s'adossant sur sa majorité, réduite à la soumission au nom de ce qu'on appelle le fait majoritaire.
J'ai été élu essentiellement parce que j'étais un candidat Macron. Les Français ont voulu donner une majorité au président. Je me suis donc retrouvé membre d'un groupe majoritaire à l'Assemblée, a priori favorable au gouvernement, nommé pour appliquer le programme présidentiel. Mais ce soutien a priori n'a presque plus de limite. La Ve République a inventé un principe non écrit, mais plus prégnant que la Constitution elle-même, c'est le fait majoritaire, qui consiste à ce qu'un député de la majorité doit soutenir le gouvernement inconditionnellement, ce qui le transforme, selon les cas, ou en godillot ou en traître, ce qui est démocratiquement très malsain. Un autre exemple. Dans une affaire de justice administrative qui a invalidé la titularisation de 5 chercheurs du CNRS, j'ai déposé une proposition de loi consistant à rétablir ces personnes dans leur statut de fonctionnaire pour soutenir la réputation du CNRS et la sécurité juridique du statut de ses agents. Ma proposition de loi a été signée par près de 100 députés issus de tous les groupes parlementaires. On pourrait penser qu'une initiative parlementaire approuvée par un 5e de la représentation nationale, ou presque, s'impose au gouvernement. Eh bien non. La proposition de loi n'était pas soutenue par la ministre concernée et le risque était pris d'un examen trop tardif par rapport aux échéances de la justice administrative. C'est là où le système révèle toute sa déconnexion. L'initiative parlementaire est réduite à peau de chagrin, le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral ont placé les députés dans une dépendance totale à l'élection présidentielle, l'équilibre des pouvoirs est ainsi rompu. En fait, on n'ose pas. Tout simplement parce que si nous entamons un rapport de force, nous passons pour des frondeurs. Du coup, nous passons pour des godillots. Depuis que nous sommes investis pour être élus dans le sillage du président de la République, nous n'avons presque plus d'espace entre les deux. Pour s'opposer, ou pour un membre du groupe majoritaire pour s'imposer, il faut en avoir les moyens. Des moyens en capacité d'expertise, d'analyse, de quoi argumenter, contre-argumenter, démontrer. Or, le Parlement est très dépourvu face à l'exécutif. Lorsque vous proposez ou défendez quelque chose, il y a principalement 2 objections qu'on vous oppose. C'est trop cher, ou bien c'est pas possible. Pas possible parce que c'est contraire au droit communautaire, ou bien carrément inconstitutionnel. Depuis le début de la Ve République, le principe d'irrecevabilité pour cause de non-conformité à la Constitution est souvent invoqué, ce qui évite que les sujets ne soient discutés devant le Parlement. Ce faisant, on a surrationalisé le Parlement. La preuve, le nombre d'irrecevabilités constitutionnelles a été multiplié par 20. Face à de tels arguments, vous ne pouvez pas ne pas être sérieusement armé. Vous devez savoir ce dont vous parlez au moins aussi bien que votre interlocuteur. Et pour cela, vous devez pouvoir vous appuyer sur des capacités d'analyse, de recherche, de synthèse, que même des collaborateurs de très bon niveau n'auront que rarement le temps de développer. Ce dont il est question ici, c'est tout simplement l'autonomie d'expertise et de compétences du Parlement. C'était l'un des principaux sujets abordés au moment du débat sur la réforme de la Constitution en début de quinquennat, interrompu par l'affaire Benalla. Création d'une agence dédiée au Parlement, possibilité de recourir à la Cour des comptes directement et pour lui-même. Les objections à ce type de solution n'étaient pas politiques. C'est la séparation des pouvoirs qui était invoquée, avec l'argument suivant « Mais vous n'y pensez pas, nous n'allons pas doter le Parlement des mêmes outils que ceux de l'exécutif ». Argument relayé par des hauts fonctionnaires. Et d'ailleurs, à l'époque, le président de l'Assemblée lui-même m'avait prévenu en ces termes. Sur la réforme de la Constitution, ce n'est pas l'opposition qui sera notre principal adversaire, c'est l'administration. La Constitution de la Ve République, par ses déformations successives, n'a cessé d'affaiblir le Parlement et porté atteinte à la séparation des pouvoirs, pourtant au cœur de notre démocratie. Elle est fondée sur la pointe d'une aiguille, qui est l'équilibre des pouvoirs. À défaut, c'est la tyrannie ou la révolution qui rôde. Et là, l'équilibre est rompu. Le Parlement manque d'autonomie face à l'exécutif, de moyens, d'investigation, d'expertise. Lorsqu'on évoque l'idée qu'il puisse être doté de tels moyens, la séparation des pouvoirs est brandie, comme s'il était normal que le Parlement, en réalité, fasse preuve d'incompétence. C'est même presque pire que cela. Un parlementaire a du mal à accéder à l'information qu'il souhaite. Un exemple. En pleine crise des Gilets jaunes, le gouvernement avait publié un document très pédagogique. Un tableau qui tenait sur un format A5, dans lequel on voyait apparaître les principales lignes de dépenses publiques rapportées à 1 000 €. On voit par exemple sur ce tableau que sur 1 000 € de dépenses publiques, les retraites coûtent 268 € ou l'assurance maladie 191 €. J'avais voulu savoir comment était ventilé dans ce tableau le budget que nous votions. Une réunion téléphonique avait donc été organisée à ma demande avec des fonctionnaires de Bercy. Je voulais savoir par exemple comment étaient répartis les salaires de la fonction publique sur chacune des lignes. Eh bien, je n'ai strictement rien appris. On a fini par me dire «
On revient vers vous. J'attends toujours. J'ai été parlementaire et ministre, je mesure combien le rapport de force est inégal. Le parlementaire, pourtant investi de l'onction de la représentation du peuple français, sera considéré comme subalterne, car il n'est pas réputé avoir le vernis du technocrate. Le ministre, lui, sera respecté, car c'est de lui que les technos tirent leur pouvoir. C'est au ministre, alors, d'imposer à ses équipes de travailler en confiance avec les parlementaires dans un esprit de loyauté mutuelle. On a souvent, trop souvent, le sentiment d'être testé, d'avoir un interlocuteur qui va jauger la maîtrise que nous avons du sujet abordé. Comme si effectivement nous n'étions a priori pas dignes de savoir et sommés de prouver notre niveau de compétence avant d'accéder à telle ou telle information. On en revient toujours au problème du manque de temps. En France, le personnage politique, qu'il soit ministre ou président, cumule un rôle de reine d'Angleterre et un rôle de ministre. Les obligations liées à la représentation consomment un temps déraisonnable. Moyennant quoi, c'est l'administration qui gère, c'est l'administration qui produit de la norme, et c'est l'administration qui gouverne. Au-delà de l'enjeu de l'accès à l'information, un parlementaire se heurte à des arbitrages auxquels il n'a pas accès. Des arbitrages politiques à l'intérieur de l'exécutif, alors qu'ils devraient relever de débats entre le Parlement et le gouvernement, si ce n'est entre les parlementaires eux-mêmes. Pendant l'examen de la loi Egalim, j'ai déposé un amendement relatif à l'application du droit de la concurrence au secteur agricole. Une question très technique, mais il se trouve que je la connais bien. Je me suis heurté à l'objection « c'est pas possible, à cause du droit communautaire ». Comme je connais cette question, je ne me suis pas laissé intimider. Et je me suis battu pour que mon amendement, parfaitement compatible avec le droit communautaire, soit examiné. Il a même finalement été adopté, grâce au ministre. Mais il a fallu que j'argumente avec l'administration qui surveille l'application du droit de la concurrence. Or, dans cette confrontation, il n'a pas seulement été question du droit. Il a été question de considérations politiques. Je me suis battu avec des interlocuteurs qui faisaient valoir leur appréciation de l'économie agricole. Pas seulement sur ce qui était légalement possible, mais sur ce qui était souhaitable. Or, ce n'étaient pas des adversaires politiques, c'étaient des agents de l'État. Pour régler des problèmes particuliers et complexes, rien ne remplace l'échange direct entre le ministre et le parlementaire pour trouver une solution raisonnable. Le technocrate ne pensera qu'à une solution compliquée. Les politiques choisiront toujours la plus simple. Je l'avais vécu dans ma carrière, en tant que directeur d'interprofession ou de syndicat. Mais en tant que député, cela m'a effaré. On se trouve obligé de justifier ce qu'on pense en face de personnes qui n'ont pas de mandat pour s'y opposer. Il faut lutter contre des jugements d'opportunité sur ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire, qui ne sont pas rendus au sein de la sphère politique, mais au sein même de l'exécutif. Ce qui manque le plus au ministre, c'est le temps. Trop souvent, ce sont ses collaborateurs qui prennent les décisions, en son nom. Et ce n'est pas toujours celles qu'il aurait prises lui-même. J'ai été ministre du budget, et pour être franc, en dessous du milliard, les arbitrages sont rendus souvent sans vous, mais en votre nom. Revenons sur la notion de recevabilité. Quand vous déposez un amendement, il fait l'objet d'un examen pour savoir s'il est recevable, c'est-à-dire conforme à la Constitution et au règlement de l'Assemblée. En gros, être en rapport avec la loi, écrit correctement et déposé à temps. Qui procède à cet examen de passage ? Les administrateurs de l'Assemblée, des fonctionnaires dont le rôle est d'assister les députés. Lors du projet de loi de finances 2021, j'ai déposé un amendement qui modifiait le fonctionnement du Comité national d'évaluation des normes pour le stabiliser. Mon amendement ne portait pas directement sur le budget, mais il portait sur un organisme qui joue un rôle dans l'information et le contrôle du Parlement sur les finances publiques. Le CNEN évalue l'impact technique et financier des normes. Or, mon amendement a été jugé irrecevable pour des motifs que j'ai contestés, y compris par un rappel au règlement en séance. Parce que je pense que la France est malade de tous les petits motifs que nous avons de dire non, c'est pas possible, par des contrôles de conformité qui finissent par se substituer au jugement en opportunité. Merci. Il est pris donc bonne note de votre rappel au règlement. À l'origine, le principe d'irrecevabilité a été instauré pour éviter au Parlement de débattre de textes qui sont contraires à la Constitution. Puis c'est devenu un instrument prétexte pour l'empêcher d'examiner des propositions qui sont parfaitement conformes à la Constitution. De fait, mon amendement déplaisait à une direction générale d'un ministère. L'exécutif n'a aucune envie que le CNEN donne au Parlement une autonomie de compétence qui challenge son pouvoir. L'irrecevabilité est devenue le moyen d'empêcher le Parlement de s'exprimer. Elle est aujourd'hui l'une des pires atteintes à la démocratie. Vous me direz,
Il y a bien un président de commission, un pouvoir politique exercé par les députés qui peuvent s'imposer aux administrateurs. C'est vrai, mais rappelez-vous, nous déposons des milliers d'amendements. Pour un projet de loi de finances, ce sont des centaines qui sont jugés irrecevables. Vous pensez bien qu'ils ne sont pas tous visés par le président de la commission des finances, qui n'en a tout simplement pas le temps et qui fait confiance aux administrateurs. La démocratie repose sur la légitimité. Le seul diplôme qui vaille, c'est l'élection et non le succès à un concours. Nous arrivons aux derniers épisodes de cette web-série. Après l'énoncé des problèmes, les solutions, nous en proposons à constitution constante. Changer la Constitution peut être nécessaire, mais ne serait pas suffisant. Ce sont les ressorts ordinaires de l'action publique que nous proposons de changer. Oui, les textes ne font pas tout. C'est tout autant la manière de les appliquer qui compte. Nous proposons, avec Frédéric, de poser des principes, d'insérer des définitions qui vont donner à chacun des acteurs la légitimité et la force d'exercer les missions dont ils sont investis. Celle de produire un droit simple, un droit compréhensible par tous. Et les administrations devront travailler en confiance et au service des citoyens. Cela n'a l'air de rien, mais c'est déjà révolutionnaire. Nos administrations travaillent en silo et sont rivales dans l'exercice de leurs prérogatives. Elles protègent, dans un contexte de contraintes budgétaires, leurs précarés, jusqu'à ne même pas échanger les informations dont elles disposent. C'est par exemple le phénomène de l'agenciarisation de l'action publique, la multiplication d'agences indépendantes qui peuvent, si elles font preuve de mauvaise foi, ne se soumettre à aucune autorité, même pas celle des préfets dans leur action locale. Il faut, par la loi, les soumettre à l'obligation de travailler conjointement et solidairement. L'esprit des lois de décentralisation de 1981 doit être restauré. Les collectivités de proximité ne sont plus sous la tutelle de l'État central. Cette période est révolue. Gauche et droite l'ont ainsi voulu. Personne n'a jamais proposé d'ailleurs de revenir en arrière. Les administrations centrales doivent en prendre enfin acte et instiller toute la confiance indispensable pour offrir aux Français le meilleur fonctionnement public possible, ce qui, pour des hauts fonctionnaires, sera l'œuvre la plus noble de leur vie. Mais il faut aller plus loin. Affirmer que la France, c'est une mosaïque extraordinaire. Cette diversité est constitutive de notre unité nationale. Corrélativement, il faut aussi reconnaître que le principe constitutionnel d'égalité implique une action publique conduite dans la proximité, c'est-à-dire la prise en compte de réalités parfois incomparables. Enfin, pour transformer l'action publique, définir dans la loi décentralisation et déconcentration. Sur cette base, affirmer un principe de subsidiarité. L'État doit cesser de faire comme si ses partenaires lui étaient subordonnés et engager des relations de contractualisation pour atteindre des résultats. Affirmer un principe d'imputabilité. La loi doit pouvoir parfois ne pas être appliquée à la lettre par un préfet, par exemple, lorsque sa décision en respecte mieux l'esprit. Affirmer enfin ce principe selon lequel il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé, sous réserve d'être évalué. Affirmons qu'une révolution tranquille est possible. Une révolution où tout le monde y gagnerait. Le pouvoir central serait respecté, le Parlement serait écouté, les autorités locales seraient jugées sur leurs résultats et les citoyens sauraient auprès de qui se plaindre ou se réjouir. Nous proposons une loi qui oblige les administrations à faire ce que certaines entreprises savent très bien proposer à leurs clients, leur faciliter la vie en pensant utilisateur. Les agents publics doivent cesser d'avoir plus de clients internes que d'usagers à satisfaire. Cesser de projeter leurs propres contraintes de fonctionnement et s'adapter aux contraintes des usagers. Une révolution copernicienne en somme, consistant à mettre le citoyen au centre, d'où il n'aurait jamais dû partir. Il serait réducteur de considérer que le dévoiement de la Ve République tient au seul défaut de l'exécutif ou à la faiblesse du législateur. Les administrations et les collectivités territoriales ont également leur part de responsabilité. Enfin, il nous faut toujours conserver à l'esprit que la République et la nation se nourrissent de la diversité de notre population et la diversité de nos territoires. L'unité de notre nation est consubstantielle à cette diversité. Et c'est elle qui nous apporte la richesse de la proximité dans la conduite de l'action publique. Et c'est cela la France. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos. Elle est faite pour participer à une prise de conscience collective, réunissant politiques, agents de l'État et observateurs de la vie publique. Si vous pensez que nous y contribuons, aidez-nous à la diffuser.